Actualité oblige, petit changement de programme dans son Voilà. 2. Nous allons parler d'Arco, hein, dans la foulée du dossier Dexia en compagnie de Béatrice Delvaux. Nous titrons aujourd'hui en une, c'est notre manchette, la chute d'Arco coûtera très cher aux Belges, et on cite le chiffre de 1350 € qu'il faut ramener à 135 €. Voilà, on va commencer par ça tout de suite. De fait, la chute d'Arco coûtera aux Belges, mais elle ne coûtera pas 1350 €, mais 135 € par Belge. Le calcul qui a été fait ce matin dans le soir n'est pas correct. C'est une faute de calcul, donc c'est une faute pour laquelle nous nous excusons auprès de nos lecteurs et elle est corrigée désormais partout. Donc tout ce qui se trouve sur le site est extrêmement fiable. Et demain, bien sûr, nous ferons les corrections et les excuses qui s'imposent dans le journal de demain. Mais donc c'est bien clair que c'est 135 €, que c'est une erreur de calcul et que nous nous en excusons. Voilà, ça ne change pas grand-chose aux commentaires, aux réflexions qu'on peut faire, qui sont d'ailleurs unanimement partagées par l'ensemble des observateurs aujourd'hui, qui sont très durs sur ce qui s'est passé chez Arco. Et en tout cas, le dit lui-même, mais bien sûr, l'ampleur de la chose est par contribuable moins importante, ou par citoyen moins importante, puisqu'en fait c'est un calcul, reprenons le coût global qui est d'1,5 milliard pour l'État, donc c'est ce que l'État débourse, et on l'a divisé par 10 millions d'habitants. Évidemment, un élève de primaire, c'est que c'est 135 €, mais voilà. Nous en excusons. L'erreur est humaine. Petite précision aussi, dans l'édition PDF du journal du jour, la correction a été également apportée. Donc voilà. C'est la moindre des choses. Effectivement. Ceci étant dit, mais l'actualité est là. 1,5 milliard que l'État va encore devoir débourser après les 4 milliards qu'il a déjà déboursés pour l'achat de Dexia Bank. Beaucoup d'internautes, évidemment, crient au scandale. C'est aussi un peu le sens de votre édito aujourd'hui. Mais peut-être avant d'en revenir à ce scandale, éventuellement, si scandale il y a, peut-être pouvez-vous nous repréciser Arco, c'est quoi Oui, on dit souvent que c'est une banque, mais j'entendais ce matin un homme politique qui disait que c'est une banque. C'est pas une banque, c'est un holding financier, en fait un outil financier avec comme caractéristique qu'il servait un peu de boîte à sous, à finances pour apporter de l'argent au mouvement chrétien. Donc c'est un peu le pilier financier du mouvement chrétien qui était caractérisé par le fait que c'est historique en fait. Les gens du mouvement chrétien avaient la possibilité, notamment quand ils étaient clients chez la BACOB à l'époque, la COB encore plus loin, même dénomination, une dénomination différente pour une même banque à l'époque. Ces gens pouvaient recevoir des parts de coopérateurs. Ces parts de coopérateurs étaient très intéressantes. Elles donnaient des avantages aux chrétiens ou aux gens liés au monde chrétien qui pratiquaient certaines activités. Cette part de coopérateurs, comme le dit le nom, c'est des coopérateurs, donc ils ont droit à un accès à certains services liés aux mutualités, aux syndicats chrétiens, etc. Et par ailleurs, c'était une part qui présentait normalement un aspect, c'est vrai, de stabilité, avec un rendement garanti, un avantage fiscal. Et donc, c'est quelque part ces gens qui détenaient ces parts de coopérateurs savaient depuis des années que Arco avait investi une partie de cet argent, de l'argent qui vient de différents endroits à l'intérieur du mouvement, l'avait investi dans le crédit communal à l'époque, Dexia ensuite. Il faut savoir que ce holding est géré par des professionnels, en fait. C'est leur full-time job de suivre les participations qui sont dans le groupe. C'est un groupe qui a été, dans le cas d'Dexia, évidemment, qui a vécu toutes les mutations, qui l'a accompagné, qui servait beaucoup avec les communes et le holding communal de ce qu'on appelait l'ancrage belge. Vous vous rappellerez peut-être qu'une des figures de ce mouvement qui parlait souvent du mouvement ouvrier chrétien, mais aussi d'Arco et de Dexia et des banques, c'était François Martout, qui est décédé aujourd'hui, mais qui était un peu côté francophone, le visage très haut en couleur, qui intervenait souvent et qui donnait un peu une image à la participation d'Arco dans Dexia, souvent, parce que c'est lui qui en parlait. Mais Arco a souvent été un actionnaire extrêmement présent. Il faut se rappeler qu'à un moment donné, c'était sous la direction d'un monsieur qui s'appelait Rick Branson, qui était un Flamand. À un moment donné, les représentants d'Arco au conseil d'administration de Dexia se sont opposés au rachat par Dexia d'une banque italienne, San Paolo.
Eni, parce qu'ils estimaient que c'était un mauvais investissement, un peu, ça participait d'une fuite en avant dans les acquisitions. Et donc, c'est vraiment qu'ils ont pu à certains moments jouer un rôle déterminant et jouer leur rôle comme administrateurs dans la société. Ici, évidemment, ils ont ils étaient très ravis, évidemment, de la montée des cours de Dexia, à un moment donné, des dividendes que ça distribuait, qui les rendaient, qui enrichissaient leur patrimoine. Ici, évidemment, je crois qu'ils ont cru, un peu comme beaucoup d'actionnaires, que la chute aux enfers de l'action Dexia allait s'arrêter parce qu'ils étaient persuadés, ils n'en ont pas tort, mais que la valeur intrinsèque de la banque valait plus que ce que le cours de l'action disait. Mais bon, les circonstances de la crise en ont décidé autrement. Donc en fait, c'est une espèce de bras financier du mouvement chrétien et qui est géré maintenant non plus par Sir Rick Branson, mais par Madame Swigers, qui a longtemps été définie comme la femme la plus puissante de Belgique. Alors Mumu vous demande, peut-on encore revenir sur cette décision, donc les 1,5 milliard, les réactions indiquent que cela ne sera pas accepté par la population au moment où on peine à boucler le budget pour 2012. Alors, est-ce que la décision est acquise, c'est fait? Normalement, la décision, elle est acquise parce que c'est une garantie qui a été donnée juste après, donc il y a eu le deuxième sauvetage de Dexia il y a quelques semaines. La garantie est intervenue derrière. Pour laquelle, on le rappelle, donc l'État avait déjà versé mis sur la table 4 milliards. Oui, il avait mis de l'argent pour Dexia, mais ici c'était pour les actionnaires, en quelque part, de Dexia via Arco et tous les outils financiers, Arcopar, etc., par lesquels transitaient ces parts de coopérateurs. Et donc, l'argument qui a été déployé par les négociateurs, et on dit que les négociations se sont faites très durement et à haut niveau, avec même la montée en puissance des patrons des syndicats chrétiens, etc., auprès du gouvernement pour dire, nous on veut que vous bétonniez, parce que ces coopérateurs, quelque part, de façon, je ne sais pas si on peut dire subliminale, parce que là la chose se décidera peut-être en justice, mais ça allait de soi pour ces coopérateurs que leur actif n'était pas à risque, en tout cas comme ça que ça a toujours été présenté. Il se fait simplement que la personne qui plaçait leur argent l'a placé dans des actions, et malgré tout, quelqu'un relevait hier que sur le site d'Arco, il était mis que les parts sont des parts qui présentent un dividende qui n'est pas certain, et que leur valeur peut évoluer. Évidemment, ici, je pense qu'il y a eu, en tout cas ce qui se dit, c'est qu'il y a eu même un chantage de la part des mouvements chrétiens dans leur ensemble pour dire si on n'a pas cette garantie, on demandera aux coopérateurs et on dira aux coopérateurs de retirer leur argent de Dexia Bank. Et c'est là où on peut parler quand même de chantage. Certains parlent de chantage, oui. C'était en tout cas un bras de fer qui a été extrêmement fort. Une attitude relativement scandaleuse quand même néanmoins. Logiquement, oui. Quelque part, il y a toujours la possibilité, vous savez, quand quelqu'un dit quelque chose, on peut lui dire non de l'autre côté, donc sans doute que ce sera intéressant d'entendre le ministre des Finances, voire le Premier ministre sur le pourquoi ils ont accepté cette solution. Aujourd'hui, en fait, elle est contestée globalement par beaucoup d'économistes. Il y a quelques semaines encore, beaucoup disaient mais off the record, parce qu'ils ne voulaient pas le dire on the record. Certains disaient il faut vraiment aller voir cette histoire de garantie Dexia, c'est un scandale total. La manière dont il y a eu finalement des actionnaires qui étaient privilégiés par rapport à d'autres. Et donc, le fait de revenir sur la décision, ici on voit des minors qui s'agitent, il faudrait voir s'il y a des petits actionnaires de Dexia qui eux vont attaquer en justice pour non-égalité de traitement des actionnaires. Évidemment on est dans un domaine alors qui devient juridique sur la définition de la part de coopérateurs, parce que ce matin j'entendais un auditeur qui disait sur la première que de fait ces parts ont toujours été présentées comme étant un placement de bon père de famille. Oui, mais quelque part vous savez à une certaine époque on disait aussi de Fortis que c'était une action de bon père de famille, elle était devenue presque subliminalement. Ici, quelque part, ce n'était quand même pas en soi évident d'obtenir cette garantie. Ils ont bien joué du côté chrétien. Alors effectivement, dans votre édito, vous dites aussi, vous parlez de manque d'humilité, voire d'absence d'excuses, parce que ce qui est choquant, au bout du compte, c'est, et on l'a dit, le citoyen belge va devoir sortir de sa poche 135 € pour finalement rémunérer des actionnaires. C'est ça qui est choquant dans cette histoire, non? Enfin, je trouve qu'à un moment donné, les décisions, quand elles sont prises et qu'il y a des effets de solidarité, je trouve que ça fait partie il y a des factures qu'on paye collectivement. Vous savez, quand il y a certains types d'accidents, qu'il y a un fonds de calamité, on paye collectivement. Ici, ce qui est choquant, c'est qu'on paye pour certains et pas pour d'autres. Et quelque part, le principe de l'actionnaire, je suis d'accord que c'est moins vrai quand on est coopérateur, ça a un côté un peu plus soft qu'actionnaire, on doit être normalement moins dans la spéculation, moins dans le risque, mais malgré tout... les coopérateurs sont privilégiés, ils ont une solution autre, et quand on est actionnaire de quelque chose, on sait qu'on prend un risque sur ce que ce quelque chose va devenir. Ici, je parle d'excuses, c'est plus dans une espèce d'attitude, parce que tu voyais, on a déjà eu le cas avec le holding communal, évidemment, tous ces gens se protègent, je pense, juridiquement aussi, mais qui disent,
qui disent on n'a pas fait d'erreur, ce serait à refaire, disait le patron de holding communal Francis Vermeeren, le président du conseil, on referait la même chose. Ici on entendait aussi un peu le même genre de discours chez Arco. Je pense quand même que c'est une évidence que, à un moment donné, de dire il y a un outil qui est devenu spéculatif. Comment est-ce qu'on est administrateur en fait et actionnaire quand on est Arco d'un outil comme Dexia qui se transforme sous nos yeux d'une banque en un hedge fund? Comment est-ce que c'est possible sans que, ou bien on s'excuse d'avoir été aveugle, ou bien on demande des comptes sur ce qui s'est passé, ou bien on dit qu'on trouve des excuses, on se dit voilà, ou bien on râle parce qu'on n'était pas bien informé. Dans le cas d'Arco, il y a une circonstance un peu particulière aussi, c'est qu'on ne peut pas dire que ce sont des amateurs dans la gestion des participations, puisque c'est leur job. Depuis des années, ils gèrent en plus cette participation Dexia, qu'ils connaissent bien, ils sont très présents, etc. Et la deuxième chose, c'est que ils sont présents dans les organes de contrôle presque plus que d'autres administrateurs, puisque Madame Swigers était présente au comité d'audit de Dexia Crédit Local, qui est la partie qui a foiré, excusez-moi l'expression, mais en France, qui est le nœud des problèmes. Vous avez aussi, elle était aussi était présente au comité stratégique de Dexia Group, administrateur de Dexia Group et administrateur de Dexia Bank. Donc elle avait des postes d'observation importants. Et encore récemment, elle défendait l'idée que le cours de Dexia allait remonter. Je pense que ces gens n'ont pas voulu voir ce dont ils avaient peur, en fait. Ils ont d'abord été sans doute aveuglés par le fait que tout allait bien chez Dexia, que les chiffres étaient très bons, qu'on avait des gros dividendes, qu'il y avait une marche en avant, qu'on allait devenir les maîtres du monde. Et c'est la troisième chose que j'ajouterais par rapport aux excuses, c'est qu'on se rend compte, et c'est sans doute ça la perte du contrat de confiance qu'il devrait y avoir entre le coopérateur d'Arco et Arco, c'est que ces gens qui sont dans ces mouvements sont normalement contre l'économie casino. Les syndicats fustigent les patrons qui font des conneries et qui sont pris par la folie des grandeurs et qui vont dans le mainstream. Donc ils sont normalement les contre-pouvoirs, les gens qui posent les questions. Et que leur bras financier, finalement, ait été le spectateur à tout le moins, au minimum, sans poser les questions finalement, sans arrêter ou sans voir clair de cette spéculation qui se déroule sur leur nez, à tout le moins c'est une leçon d'humilité. Et peut-être qu'au pire, il y a des fautes qui ont été commises. Moi, là-dessus, je ne suis pas en état de trancher à ce stade, mais je dis simplement que je trouve que ça manque quand même d'un geste de dire... je ne sais pas, je ne dis pas que les démissions sont toujours des choses incontournables, mais malgré tout, il y a des gestes qu'on peut poser à un moment donné parce qu'on peut estimer qu'on n'a pas rempli la mission telle qu'on devait la remplir, en tout cas, telle que les mandants de Arco attendaient qu'ils la remplissent. Ils voulaient beaucoup de sous, mais c'est comme les gens dans les communes, hein, ils ne voulaient pas que les communes soient dans un instrument spéculatif qui fasse qu'au bout du compte, ils se fassent rouler comme des vulgaires citoyens lambda qui n'y connaissent rien à la finance. Et qui, voilà. Tout à fait. Un manque d'humilité, voire un manque d'excuses qui, et on peut le comprendre, pousse les citoyens à réagir de manière assez acerbe. Séraphine qui nous dit non, Madame Nelvaux, la solidarité dans ce cas-ci ne doit pas fonctionner. Et elle dit, moi je répondrai à l'appel des syndicats de descendre dans la rue le 2 décembre. C'est paradoxal de descendre à l'appel des syndicats qui eux-mêmes, quelque part évidemment, ici, font en sorte que certains soient privilégiés par rapport à d'autres. Je comprends qu'ils ont voulu défendre leurs coopérateurs parce que c'est un contrat moral, mais il y a un peu un côté un peu schizophrénique ici dans l'attitude finalement. Moi je dis de la solidarité, je disais bien de façon générale, je trouve qu'il y a des solidarités, qu'il y a c'est le principe de la solidarité d'ailleurs. Et je veux dire quel que soit, je prenais l'exemple du fonds des calamités, c'est de mutualiser les risques, c'est-à-dire de faire en sorte quand il y a quelque chose qui se produit, tout le monde n'est pas toujours responsable. C'est comme avec la Grèce, on n'a pas tous été responsables des faux chiffres de la Grèce et du fait qu'il n'y a pas de système fiscal, mais à un moment donné on se dit dans l'intérêt général on contribue, parce que le monde vit mieux s'il y a des gestes de solidarité que si on est chacun chez soi. Mais ici en l'occurrence, ce qui me gêne, c'est que c'est une solidarité qui n'a pas vraiment lieu d'être normalement. C'est que c'est vraiment tordre le principe. Alors il y a une autre chose qui est dite là-dedans, c'est qu'on a le sentiment, et évidemment ce sera sans doute nié jusqu'à plus soif, mais c'est que il y a eu une solution pour ce fameux compte First et les gens qui étaient assurés chez Ethias lors de la crise précédente. C'était un gros souci. Là aussi, pourquoi ? Parce qu'Ethias avait voulu à une certaine époque jouer dans la cour des grands, avait créé un compte qui rapportait beaucoup, qui a fait les beaux jours de la publicité à la radio, dans nos journaux et sur nos sites internet, et qui promettait un rendement très important.
tout le monde dans le secteur financier a longtemps dit que ce compte First était bâti sur du vent. Les gens que ça concurrençait, notamment un autre compte d'AXA, disaient mais c'est pas possible, on ne sait pas comment Ethias fait ses comptes. Et de fait, quand le vent s'est retourné, fatalement, c'était bâti sur du vent. Et donc Ethias était très très mal. Donc on a sauvé Ethias, et le gouvernement a sauvé Ethias. On a permis aux gens qui avaient ces comptes de ne pas être trop perdants. Mais quelque part, ce qu'on se dit aujourd'hui, de toute façon, et peut-être que je suis caricaturale en le disant, mais quand je dis qu'il vaut mieux finalement être, soit j'aurais dû m'être assuré chez un assureur socialiste ou actionnaire ou coopérateur d'un holding financier chrétien, dans ces deux cas-là, on est sûr que même si on joue au casino, on retrouve sa mise. Dans les autres cas, vous devez tout prendre tout seul. Je trouve qu'il y a un contrat de confiance sur le principe même de ce type d'activité qui ne va pas. Ça veut dire que, comme je l'ai mis, l'État aime certains plus que d'autres. Oui. Et les siens plus que d'autres. Parce que ce sont les siens. Hein. Et par rapport à Ethias... Excusez-moi, parce que Ethias, c'était une société contrôlée où il y avait des doubles conseils d'administration avec plein de bourgmestres, de gouverneurs, etc. Et c'était un fromage de sièges d'administrateurs pendant des années, avec finalement, des professionnels sans doute qui des financiers qui géraient, mais Bernard Thierry qui a tout repris, a dû tout restructurer. Je rappelle qu'il y a eu un plan de restructuration imposé aussi par la Commission européenne. Et du côté Arco, on est avec le pôle chrétien. Donc c'est comme si finalement l'État se dit, les hommes politiques quelque part servaient leur clientèle de proximité prioritairement. Je trouve que là, ça pose question. Effectivement, et vous le dites dans votre édito, le meilleur pour la fin, donc la garantie octroyée à Arco serait la contrepartie du sauvetage par l'État de la compagnie Ethias en 2008. Mais ça rajoute aussi une couche. Ça n'induit pas côté vraiment... irrévérencieux, pour ne pas dire scandaleux, de ce qui arrive aujourd'hui. En tout cas, inégalitaire et partisan. C'est ça le problème. C'est qu'on a l'impression que les solutions, elles arrivent ad hoc. Alors bon, vous allez me dire, c'est facile, moi ici derrière mon petit micro, et par ailleurs je le dis, qu'on ait fait cette erreur de 135 milliards et qu'on se permette 235 euros au lieu de 1350 au lieu de 135, alors qu'on se permet de donner des leçons. Ici, je reconnais que c'est pas la position la plus que la mienne est un tout petit peu schizophrénique ce matin. C'est pour ça que je tenais à faire à ce qu'on fasse le 11h02 et que le journal tenait à ce qu'on le fasse, parce qu'à un moment donné il faut pouvoir aussi dire les choses comme elles sont. Donc, mais en l'occurrence c'est facile derrière mon petit micro de dire ah oui mais attendez, ils auraient dû laisser tomber Ethias. C'était quoi votre solution, Madame Delvaux? J'en sais rien, ce qui était la solution. D'ailleurs je suis pas là pour apporter les solutions, je n'ai pas ni cette prétention ni cette compétence, mais je constate qu'il y a dans ce qui a été fait quelque chose qui pose question. Donc il y a des explications qui devraient être données et qu'il y a en tout cas une sorte d'inégalité de traitement d'actionnaires ou de personnes dans des situations différentes. Et selon que vous êtes grand ou petit, ici c'est pas le cas, selon que vous êtes client d'une assurance socialiste ou coopérateur d'un holding financier, vous n'êtes pas traité pareil que vous êtes actionnaire de Fortis ou actionnaire lambda d'une banque de commune, même si vous êtes commune finalement. Enfin, c'est peut-être là sans doute la véritable leçon de cette histoire. Je ne sais pas s'il y avait d'autres solutions, parce qu'on est dans un tel état de panique et que il faut éviter souvent l'effet de domino, donc il ne faut pas qu'Ethias tombe, parce que si Ethias tombe, ça va créer la panique ailleurs. Je comprends qu'il a fallu colmater tellement de brèches à beaucoup d'endroits, mais c'est donc pour cela qu'au minimum, que ceux qui ont pas été attentifs ou qui ont laissé filer certaines choses puissent dire franchement on a laissé filer, ça ne va pas. Donc puis certains puissent tirer les leçons de cette affaire. Et les citoyens effectivement ne sont pas en reste. Beaucoup de réactions, beaucoup de monde d'ailleurs sur ce 11h02. John Bay qui dit quelle crédibilité a encore la CSC pour manifester à la bourse après ce fiasco. Séraphine qui vous demande, Madame Delvaux, qui est solidaire des citoyens qui ne s'en sortent pas. Et Albert qui vous demande, pourriez-vous citer les noms, on a parlé de Didier Reynders, mais pourriez-vous citer les noms des hommes politiques représentant l'État qui ont signé la garantie, donc ici à Arco, et comment ils ont reçu l'aval du gouvernement, du Parlement, du Cairn, etc. Mais ce sont des éléments qu'on va devoir aussi développer journalistiquement, donc je donnerai aussi un peu rendez-vous pour la suite des informations dans nos éditions futures, en ligne et dans notre quotidien. Mais fatalement, je suis moi très, très intéressée à voir ce que seront les réactions des hommes politiques aujourd'hui. Évidemment, on fait le budget, ils ont d'autres choses à faire, même si, honnêtement, sans doute que ce chiffre d'1,5 milliard qui tombe, parce que ça aussi, je ne sais pas si Arco avait le loisir d'attendre que les négociations budgétaires soient terminées, je n'en sais rien. Mais il y a quelque chose de dingue, que ce soit alors qu'on dit que le gouvernement doit faire attention dans le plan, que les syndicats disent on va trop épargner, etc., qu'il y a une facture complémentaire qui vient de se mettre de 1,5 milliard.
ont plus de 11 milliards à trouver déjà. Et que cette facture, elles viennent finalement d'un endroit qui aurait dû être sous contrôle, parce que normalement, chez Arco, on ne devait pas se mettre en état d'être dans un outil spéculatif. Et donc ça, je trouve ça particulier. Donc je pense qu'il faudra... Je suis curieuse de voir l'explication, parce que ce matin, en fait, ce qui est relevé, pas seulement chez nous, mais c'est la une du Standard, c'est toute cette contradiction presque par nature, entre le fait que ce soit le mouvement ouvrier chrétien qui se prenne les tapis, ou le mouvement chrétien qui se prennent le tapis dans un délit de haute finance et qui deviennent une victime de la spéculation et du grand capital. Il y a quelque chose qui mérite en tout cas d'être avec une introspection plus grande, et je suis certaine que ça va donner lieu à des interviews, mais il y a des demandes d'explications, aussi c'est difficilement intelligible en fait, et c'est un peu une ironie de cette histoire en fait, parce que les communes, tous ceux qui ne devaient pas être normalement dans un système spéculatif, se retrouvent coincés dans une banque qui avait tout pour être la banque la plus sûre normalement au départ. Donc la commission en cours, on beaucoup dit qu'elle ne servira à rien. Hein. Là aussi, est-ce qu'on va aller jusqu'au bout des questions? C'est pas une véritable commission d'enquête. La commission Dexia a d'autant plus le devoir de poser des questions à ceux qui ont fait dériver cet outil Dexia vers un hedge fund, qui était la banque des communes, la banque la plus pépère qui soit, avec les actifs les plus sûrs qui soient. En soi, c'est quelque chose qui est fou. Donc, il y a un travail à faire là. La commission est chargée de ça. Elle doit le faire indépendamment des couleurs politiques, du fait qu'on protège l'un parce qu'il est maire, l'autre parce qu'il est PS, et qu'on a eu l'administrateur machin, etc. Parce qu'ici, c'est un peu ceux qui vont enquêter contrôlent leurs propres gars, quoi. Donc, c'est un peu particulier. Marco vous demande si ce milliard 5 à mettre en plus sur la table au niveau de l'État arrive par hasard au moment où justement en tout cas les formateurs qui sont autour de la table doivent eux trouver 1,3 milliard. Est-ce qu'on pourrait imaginer que, voilà, on sait que d'un côté le MR met la pression sur le formateur, que l'OpenVLD également. Est-ce que voilà. Écoutez, ça, je ne vais pas répondre à ce que je ne sais pas. C'est une chose, comme je le dis, comme journaliste, on doit répondre aux questions donner les réponses quand on a les réponses. Donc ça, c'est ce sur quoi les équipes vont continuer à travailler aujourd'hui dans les jours qui viennent. Mais ce qui est intéressant en fait, c'est que aussi, même un peu comme journaliste, je pense qu'on a essayé de chercher. Arco est très opaque, hein. C'est un endroit où il y a eu peu d'informations, et depuis qu'il y a eu le premier problème et qu'on s'est rendu compte qu'il y aurait un problème Arco lorsqu'il y a eu le deuxième sauvetage de Dexia il y a quelques semaines, il y a eu une omerta autour du groupe Arco qui dépassait encore plus ce qui était le cas auparavant. C'était un groupe qui communiquait très peu, très secret, etc. Mais d'autant plus, on le comprend maintenant, alors que le holding communal a dû vivre en direct ces négociations, en disant faillite, pas faillite, etc. Arco a géré ce qui était une évidence, un gros problème, dans le calme, en se disant, qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'ils voyaient bien que leur situation était intenable. Il y a la question qui se posera aussi, qu'il faut regarder, c'est que d'être en faillite ou d'être en liquidation, on l'a vu aussi pour le holding communal, n'est pas la même chose, notamment sur la responsabilité des administrateurs. On peut toujours ne pas voter la décharge, hein, c'est toujours une autre possibilité. Ce que Herdekens a dit qu'il ferait pour les administrateurs du holding communal, ne pas voter la décharge, extrêmement rare. Et peut-être qu'il y a dans une assemblée quelques personnes qui le feront, mais je pense que ça n'en prendra pas le chemin, puisque quelque part le deal est déjà fixé de la fin de Arco. Mais en tout cas, ils ont soigneusement géré en interne et dans la discrétion la meilleure manière pour eux d'atterrir. Donc il y a dû avoir des tas de tractations, et le chiffre n'est pas tombé du ciel. Maintenant, sur le timing de communication, c'est une bonne question. Pourquoi maintenant? Donc bigrement bien joué, comme vous le disiez, de la part d'Arco. Ceci dit, au niveau du signal et du message envoyé aux citoyens, c'est quand même assez étrange. Oui, c'est difficile. À la fois, c'est un message pour le simple citoyen qui se dit, mais voilà, on est déjà dans l'austérité, on a du mal à boucler nos fins de mois, on va nous demander, pour rémunérer des actionnaires, de débourser 135 €. Je pense que ça ajoute auprès des citoyens la colère sur les banques, parce que finalement, au point de départ, c'est Dexia qui perd les eaux, comme Fortis avant elle, et c'est les mêmes syndromes qu'on voit à chaque fois, hein. Et parfois même... quand même très souvent, il y a deux choses en fait qu'on peut accuser. Une, et nous-mêmes, journalistes, on doit le regarder en face, mais beaucoup ont été dans ce travers, les fonctionnaires européens, les membres de la Commission, beaucoup les économistes, même Paul de Groof fait son mea culpa là-dessus, c'est qu'on a cru au paradigme du marché qui allait tout régler et qui allait surtout créer une espèce de prospérité naturelle, et qu'en fait, pour reprendre les arbres, on a cru qu'ils montaient jusqu'au ciel et que Sky était la limite, Sky is the limit. Ça, c'est la première chose. Et Dexia s'est engouffré là-dedans, comme Fortis, avec aussi... Et la deuxième chose,
Il y en a 3 en fait. La deuxième chose, ce sont des patrons de ces boîtes qui sans doute poussés dans le dos par la pression extérieure. Les autres font ça, les cours de bourse, les résultats trimestriels, le fait qu'on ne compare plus les résultats. On ne les regarde pas intrinsèquement, on les regarde par rapport à ce qui était entendu. Donc si une boîte avait des résultats qui montaient de 5%, ce qui était pas mal, on l'a vu récemment pour Bekaert, c'était pas assez que ce que le marché pensait, donc c'est pas bon. Mais c'est des pousses au crime tout ça. Donc mais des patrons surtout qui perdent leur sein, qui ont des folies de grandeur. Et la troisième chose, c'est que les mécanismes de contrôle ne fonctionnent pas. Tant ceux dans les conseils d'administration, ou bien le conseil d'administration est inefficace, ne fonctionne pas, les gens sont incapables, même quand ils sont administrateurs très compétents, d'avoir des informations, de comprendre ce qui est, parce que c'est tellement compliqué, ça je me pose des questions. L'autre chose, la personne qu'on n'entend pas, qui va être entendue à la commission d'enquête, mais qu'on n'entend pas aujourd'hui, qui était quand même au premier balcon de ça, avec les compétences, avec le devoir de le faire, ce sont les superviseurs, et en l'occurrence ici, l'ancienne commission bancaire, qui a été... On dit qu'elle a beaucoup trop regardé les ratios et pas assez le modèle économique de Dexia, mais on est vraiment, je pense qu'il faut très bien préparer l'interrogatoire du président de la commission bancaire, ex-commission bancaire, qui quand même était responsable, après la Banque nationale a pris le relais, mais jusqu'à avril dernier, et que les députés doivent vraiment l'entendre de façon très approfondie. On espère qu'il ne va pas trop se retrancher derrière le secret professionnel, parce qu'il y a eu un défaut total du superviseur bancaire. Donc on le voit, et partout, pas qu'en Belgique. On le voit et on vous entend beaucoup de questions encore autour de ce dossier Arco dont on n'a pas fini d'en entendre parler. La suite. Voilà. Et je termine en nous excusant pour l'erreur de chiffre. Je ne veux pas faire tout un plat, mais nous le devons à nos lecteurs. Et je dis, ici je dis des choses dures pour Arco, mais je peux vous dire que ce matin tout le monde était extrêmement fâché et dur sur l'erreur que nous avons commise dans le journal. Voilà ce qui est dit. Merci beaucoup Béatrice d'avoir répondu aux questions de nos internautes sur le show et à bientôt peut-être. Oui. Voilà, bonne journée à tous et à toutes. Au revoir. Au revoir.